Bonsoir à tous, enfin bonsoir, bon après-midi. Je m'appelle Françoise Gorga, je travaille pour l'ANIA, qui est l'Association nationale des industries alimentaires. J'avais préparé quelques slides, mais je peux le faire sans également. L'ANIA représente les intérêts du secteur agroalimentaire en France. Et on représente ce qu'on appelle les entreprises matures dans notre jargon à nous. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux startups? Parce qu'on est convaincu, et le nouveau président de l'ANIA fraîchement élu est également convaincu, donc monsieur Jean-Philippe André, qu'on n'arrivera pas à être compétitif demain. Ce secteur n'arrivera pas à être compétitif demain. Pardon, vous m'entendez pas bien? Oui. Merci. On n'arrivera pas à être compétitif demain si l'écosystème startup n'est pas dynamique. Donc on a un rôle à jouer et un intérêt à soutenir cet écosystème. Donc l'ANIA représente différents métiers du secteur agroalimentaire, donc ça va des charcutiers aux fabricants de boissons, aux fabricants de bière, en passant par les plats préparés, etc. Et on représente aussi des associations régionales, dont celle de Bourgogne-Franche-Comté. Donc nos priorités, c'est de défendre les intérêts du secteur agroalimentaire, qui est le premier secteur industriel de France. Donc c'est la partie chiffre clé, mais qui est importante. C'est-à-dire que c'est une industrie qui est très diverse, donc plein de métiers différents, 98% de TPE, PME, pratiquement 16 000 entreprises, mais c'est la première industrie de France, en tout cas par le chiffre d'affaires, mais également par le nombre de salariés. Donc un vrai intérêt. Hier, on a eu la conférence de presse annuelle de l'ANIA, et le président disait c'est une pépite de la France. Et il vaut mieux investir sur ses forces quand on a besoin de rester compétitif et de gagner ou regagner des places à l'international. C'est le communiqué de presse? Ça va. Est-ce que c'est cohérent avec ce que je dis? Ça va, ça marche. Ok. Donc premier employeur de France, c'est ce que je vous disais. Alors on a un problème de compétitivité dans le secteur, c'est-à-dire qu'on perd de la valeur. Bon, j'avais des beaux graphiques qu'on ne voit pas, et ce sera difficile de vous l'expliquer comme ça, mais globalement, on perd de la valeur. Ah bah si, je vais pouvoir vous montrer le graphique. Alors, je ne sais pas si c'est très visible, mais globalement, là, vous avez l'évolution des prix dans l'industrie en général et l'évolution des prix alimentaires en rouge en dessous. Donc, voilà, il y a 12 points d'écart d'inflation. Donc, ça veut dire que chaque année, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, je ne suis pas une grande économiste. Et ils vous l'ont peut-être expliqué ce matin, j'ai vu qu'il y avait une intervention de Natixis. Mais globalement, c'est comme si on baissait notre salaire chaque année. Et ça, au bout d'un moment, ça devient problématique forcément. Dernier point, avant d'entrer dans le vif du sujet, l'alimentation représente 11% du budget des ménages. C'était 25% en 1960. Donc, si c'est parce que tout le monde est devenu très riche et que du coup, on dépense, enfin, la part de l'alimentation est moins importante, bah, ça c'est une bonne nouvelle. Mais ça pourrait être aussi justement parce que l'alimentation devient une variable d'ajustement. Et si c'est ça, c'est forcément moins une bonne nouvelle. On a des enjeux à relever, et c'est en ça que les startups peuvent nous aider. Donc, on les connaît tous. Hein. Là, je vous ai montré. Tout à l'heure, c'était Nathalie Roland qui parlait du prix de la viande, je crois, de la viande classique. Voilà, là, c'est l'envolée du prix des matières premières. Alors, beaucoup de gens disent que c'est une excuse pour faire passer des hausses de tarifs, etc. Bon, ça, c'est la réalité, quoi. C'est-à-dire que si je dois acheter des matières premières, ça va me coûter plus cher pour faire mon aliment. Si je dois l'emballer, bah, ça me coûte plus cher. À un moment donné, il y a un problème de compétitivité qui arrive forcément. Et il y a une autre question qui est l'export. On a plusieurs leviers de croissance. L'innovation est un des leviers de croissance. L'autre, c'est l'export. Et au niveau export, bah, il y a un vrai décrochage. On était deuxième quand moi j'ai commencé à travailler à l'ANIA. On est quatrième aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas moi qui porte malheur, mais en tout cas, il y a du travail à faire. Voilà. Donc, pourquoi les startups?
Je ne sais pas si Digital Food Lab est là aujourd'hui, mais ils ont fait une enquête qui était intéressante auprès des patrons de start-up. Et en fait, ils leur ont demandé, en gros, quelle était leur motivation pour bosser dans la food tech. Et parmi les réponses, il y avait saisir les opportunités business. En fait, ce qui se passe, c'est que l'industrie alimentaire, donc premier secteur industriel de France, n'a pas encore été disrupté. Donc il y a vraiment des... pas totalement en tout cas. Donc il y a il y a du travail à faire et une vraie opportunité business. Il y a aussi beaucoup d'engagement, de militantisme, quoi, lutter contre le système, donc soit l'industrie ou la grande distribution, donner un sens en fait à l'alimentation. Et ça, on l'entend beaucoup chez les jeunes. Nous, à l'ANIA, on est impliqués dans Ecotrophelia. C'est un concours de l'innovation alimentaire. On demande à des jeunes, en gros, de développer un nouveau produit alimentaire. Et en fait, tous les produits qui ont été présentés à l'édition de cette année étaient éco-conçus. Ils pensaient pour l'emballage à la façon de le recycler. Il y avait de l'approvisionnement local. Enfin, c'est vraiment ancré, en tout cas, dans cette jeunesse. Et la dernière raison pour laquelle les répondants du coup, à cette enquête voulaient devenir entrepreneurs dans la food tech, c'était avoir de l'impact sur l'environnement, la santé, l'économie, évidemment. Donc ça m'amène à la deuxième partie de l'exposé qui est autour des enjeux à relever et des enjeux pour lesquels on a besoin de nouvelles solutions et du coup potentiellement des startups. Il y a l'enjeu autour de l'alimentation du produit lui-même. L'idée, c'est de rendre accessible au plus grand nombre une alimentation de qualité. Donc améliorer l'offre alimentaire. Donc là, on parle aussi bien d'un point de vue nutritionnel que d'un point... Enfin, il faut que ce soit nutritionnellement bon, mais accessible et puis pratique. Et quand on parle de l'alimentation de demain, souvent, ce que les entrepreneurs nous répondent, c'est il va falloir qu'on soit capable de donner le bon produit à la bonne personne, au bon moment, au bon endroit. Vous voyez, il y a plein de choses à régler, mais c'est pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire vous et moi, on est tous différents, on va tous au même endroit chercher des produits alimentaires qui sont industriels, donc forcément, comment dire, standards, quoi. Ça va forcément évoluer avec le temps. Le deuxième enjeu est autour de l'information du consommateur. De plus en plus, le consommateur est averti. Est-ce qu'il sait tout? Est-ce qu'il comprend tout? On ne sait pas, mais il a besoin de savoir. Il a besoin de transparence, il a besoin d'être informé. Donc, soit on transforme le packaging en un espèce de manifeste avec toutes les informations dont il a besoin, soit on trouve des solutions pour l'informer de façon juste et facile. Voilà. Et puis après, il y a la partie des comportements alimentaires, c'est-à-dire que l'industrie alimentaire ne peut pas juste dire ben moi je sais faire, je suis chocolatier de père en fils, et puis à un moment donné j'étais artisan, mais ça s'est bien passé, je suis devenu industriel, et maintenant je fais ces produits-là, et puis c'est pas mon problème si les gens en mangent trop ou pas assez. Enfin, on a forcément un rôle à jouer dans les comportements du consommateur. Ce que les gens ne savent pas, c'est que même sans être disrupté, l'industrie alimentaire est quand même innovante. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'invente pas l'iPhone tous les jours, mais il y a 3000 innovations produits qui sont lancées sur le marché chaque année. Et ça, c'est énorme. XTC disait que tous les 5 ans, on renouvelait un demi-supermarché. Ça veut dire que si vous alliez dans votre supermarché il y a 5 ans, quand vous y alliez, la moitié des produits alimentaires qu'on y trouve aujourd'hui n'existait pas. Et pareil, dans 5 ans, quand vous irez dans votre supermarché, la moitié des produits alimentaires auront été renouvelés. Et ça, c'est énorme. Alors évidemment, ce n'est pas des innovations de rupture, pour l'instant en tout cas, mais c'est de l'innovation produit ou process, et il faut en tenir compte. Et l'idée, c'est cette innovation, ce déficit d'image, parce que finalement, c'est une industrie qui innove. Vous demandez aux patrons de boîte, tous, ils essayent de trouver de nouveaux produits, de modifier leur process, de faire des économies d'énergie, de s'approvisionner autrement. C'est une image qui ne colle pas du tout au secteur, qui a plutôt une image un peu secteur mature, enfin qui n'a pas grand-chose à apporter. Là encore, l'image du secteur, c'est important pour nous à l'ANIA, et c'est forcément avoir un écosystème start-up dynamique, ça nous aide.
Il y a 2 projets qui sont très importants en ce moment, 2 projets structurants pour le secteur agroalimentaire, l'un autour des ferments et l'autre autour des protéines. Et c'est deux sujets qui potentiellement peuvent apporter beaucoup d'innovation dans le secteur agroalimentaire et pour lesquels la France a des forces. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'important pour le pays, c'est d'investir sur ses forces. Et tout ce qui est fermentation, c'est une force, un savoir-faire reconnu en France, mais pour les entreprises, mais aussi on a la chance d'avoir des instituts de recherche super à la pointe sur le sujet. Et quand on parle ferment, on parle alimentation santé. Comment faire en sorte de préserver la santé des consommateurs. Et là, on arrive sur quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on porte très fort à l'ANIA parce qu'on pense qu'il y a un vrai potentiel d'innovation sur le sujet. L'autre, c'est les protéines. Alors, encore une fois, je la recite, je ne sais pas si elle est encore là, mais Nathalie Roland parlait de viande in vitro. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on dit qu'en 2050, il faudra nourrir 9 milliards d'êtres humains. Et potentiellement, la France, 4e exportateur mondial, a son rôle à jouer sur le sujet. Sauf qu'il va falloir trouver de nouvelles sources protéiques qui permettraient de nourrir, du coup, cette population, mais sans flinguer la planète, pour parler de façon très familière. Et là aussi, on a des startups très intéressantes sur le sujet et surtout un potentiel d'innovation qui est très fort. Donc l'idée, c'est de soutenir ces sujets parce que potentiellement, on peut devenir leader sur ces marchés. Parmi les enjeux, on a aussi tout ce qui tourne autour de la transition écologique. Donc la décarbonation de l'industrie, on en parle beaucoup. Le pays investit beaucoup là-dessus dans le cadre du plan France Relance, donc le plan de relance post-Covid. Il y a toute la question des emballages. Ça, c'est des questions sur lesquelles nous, on a besoin d'innovation parce qu'encore une fois, on peut reprocher au secteur agroalimentaire de produire beaucoup d'emballages. Il y a des raisons derrière. C'est pas facile tous les produits ne peuvent pas s'acheter en vrac. C'est pas forcément pratique. Et le problème, c'est qu'un patron de boîte agroalimentaire, ce qu'il sait faire, lui, c'est un produit alimentaire. Il a besoin de son écosystème, donc les fabricants d'emballage, les fabricants de machines, etc., pour être innovant et pour être efficace. Donc c'est un travail collectif et un vrai besoin de travailler en transsectoriel. Ça, c'est un des messages qu'on essaye de passer également. Voilà, donc après, il y a tout ce qui touche à la chaîne logistique qui est forcément important, le gaspillage alimentaire. Donc tout à l'heure, il y avait Joe qui est très intéressant. Il n'y a rien de pire que jeter des produits qui n'ont pas été déballés. Ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus insupportable. Et forcément, il faut trouver des solutions. Et pour ce qui est de l'information du consommateur, il y a du coup tout ce qui est expérimentation de l'affichage environnemental, avec l'éco-score notamment, et d'autres initiatives. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une vraie fierté pour nous en fait, à bosser pour le secteur agroalimentaire, parce que c'est un secteur c'est des entreprises qui ne délocalisent pas. On est présent sur tous les territoires. Alors tout à l'heure, j'ai fait le début de la présentation sans slide, mais il y a des entreprises partout. Donc on le sait, on est aujourd'hui à Dijon. Mention spéciale évidemment pour la Bretagne, qui est une grosse région agroalimentaire, mais on est sur le territoire, on recrute, on a du mal à recruter. Alors les gens souvent diront que c'est parce que les salaires sont bas dans le secteur. En fait, ce qu'il faut, c'est donc se pose la question du prix final, du prix acceptable pour le consommateur. C'est-à-dire que si on ne gagne pas en compétitivité, forcément, un patron qui perd de l'argent chaque année, qui perd de la valeur chaque année, va avoir du mal à augmenter les salaires. Et je ne suis pas une militante, hein, c'est pas du tout dans ce sens-là, mais enfin, je veux dire, c'est une question de cercle vertueux ou le contraire, quoi. Donc il y a des vraies solutions à trouver par une discussion, notamment tout au long de la chaîne, qui soit vertueuse. Nous, on transforme 70% des matières premières produites par notre amont agricole en France. Les agriculteurs en France sont un atout. Et 80% des produits transformés donc, que vous trouvez dans vos supermarchés sont des produits français, fabriqués en France. Donc vous voyez bien que la chaîne est interdépendante. Et finalement, on a vraiment tendance à dire oui, non, mais si c'est cher, c'est parce que machin, il prend trop de marge. Si c'est cher, c'est parce que bidule, machin. Enfin, voilà, je pense que c'est un des seuls pays où ça se passe de façon aussi tendue.
et il y a moyen d'avancer là-dessus. Je voulais vous signaler juste une initiative du coup, maintenant qu'on parle de transparence et de dialogue avec le consommateur, c'est découvrez ce que vous mangez. En fait, les 18, 19 et 20 novembre prochains, les entreprises agroalimentaires qui le souhaitent pourront ouvrir leurs portes pour faire visiter leurs usines. Que ce soit, alors avec le Covid, je ne sais pas si ce sera en présentiel, en virtuel, en moitié-moitié, mais globalement, il y a des initiatives qui se mettent en place. Donc, s'il y a des entrepreneurs dans la salle, n'hésitez pas à rejoindre le mouvement, si ça vous intéresse, évidemment. Mais je pense que cette proximité est importante. La question de l'image du secteur agroalimentaire est importante. À chaque fois qu'on a eu, nous, des crises médiatiques à gérer à l'ANIA, c'était parce que soudain, le consommateur se rendait compte qu'en fait, c'était une industrie. Parce que les gens ont l'impression que c'est de la cuisine, mais c'est aussi dû au marketing. Vous savez, la laitière, elle fait son pot de crème dans sa cuisine. Enfin, évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Sauf qu'entre le marketing et la vraie vie, il y a une espèce de différence qui n'est pas forcément claire pour le consommateur. Et ouvrir les portes des usines, ça aide. Et ça, c'est important. Donc, je ne vais pas m'éloigner trop du sujet, mais c'était le message à passer. Ça allait vite, je parle trop vite, je pense. Du coup, le message à faire passer, et ce qui est important pour nous à l'ANIA, c'est d'avoir, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, d'avoir un réseau de soutien aux startups qui soit le plus efficace possible, le plus reconnu possible et le plus identifiable possible. Parce que les entreprises sont très en demande de ce lien avec la start-up. C'est-à-dire qu'une entreprise qui aimerait s'intéresser à un sujet en particulier doit partir de zéro. S'il y a une start-up sur le territoire qui est déjà en train de faire le boulot, là, il faut commencer à discuter, il faut gagner du temps. En fait, c'était un patron qui disait « Personne n'a le temps de faire 2 fois la même chose, on n'a plus le temps. Sinon, c'est forcément quelqu'un qui va vous passer devant. » Mais ce lien entre les startups et les entreprises, nous, on a du mal à le faire. Et un réseau comme la Foodtech est là pour ça et a besoin d'être soutenu, mais massivement, par tous les acteurs du secteur. Voilà, ça, c'est les objectifs, en fait. On est la première industrie du pays, ce serait bien de le rester. On pense pouvoir être un moteur de la relance économique, mais ça ne se fera pas sans les startups et ça ne se fera pas sans innovation, parce que c'est un levier de croissance qui est important, qui est essentiel même, vu comment on se débrouille pour l'instant à l'export. Il y a des postes à pourvoir, il faut bosser sur l'attractivité du secteur. C'est clair qu'en ce moment, les collégiens, ils ne rêvent pas d'aller bosser dans une usine agroalimentaire, forcément. Peut-être qu'on rêve plus d'aéronautique ou de ferroviaire, j'en sais rien, mais il y a du travail à faire, alors que pourtant c'est un produit qui est présent dans le quotidien des Français. Et il n'y a pas beaucoup d'industries qui peuvent se prévaloir de ça. Voilà, et puis le travail à l'export. Donc, en tout cas, le message que je porte ici, parce que c'est pas moi qui t'ai invité à parler, mais bien Jean-Philippe André, qui forcément a été pris ailleurs entre ses interviews sur BFM et je ne sais quoi. Le message que je suis invitée à porter ici, c'est qu'en tout cas pour l'ANIA, l'écosystème startup est important et on s'engagera pour le soutenir autant que possible, même si ce n'est pas le cœur de notre mission. Je vous remercie. Bien, restez avec moi, Françoise. Bon, non mais je tiens à vous remercier, à vous féliciter, hein, parce que vous avez, Françoise a remplacé le président de l'ANIA qui vient d'être élu. Bien évidemment, il avait d'autres chats à fouetter aujourd'hui que de venir à Dijon. Mais c'est un témoignage important. Alors, je vous félicite parce que vous avez fait une très bonne intervention. Mais comme je suis membre de l'ANIA, vous voyez, j'avais le communiqué. Non, c'est mieux que vous le fassiez, que vous la fassiez. Et j'avais le communiqué de presse de votre président hier. Parce que pour information, parce que c'est compliqué quand même, et on a beaucoup de jeunes, d'étudiants, etc. Hein, le millefeuille de toutes les organisations, etc. On s'y perd un peu quand même. Hein. Alors, il faut savoir que, si vous voulez, l'ANIA, c'est l'Association nationale des industries agroalimentaires, et elle est en région, il y a ce qu'on appelle des ARIA.
Et avant la fusion des régions, quand il y avait 23 régions, il y avait 23 ARIA au niveau national. Donc il y avait l'ARIA de Franche-Comté, il y avait l'ARIA de Bourgogne, etc. Et en 2016 ou 2015, je ne sais plus, il y a eu la fusion des régions. Et donc, on a eu comme objectif de fusionner les ARIA de Bourgogne et de Franche-Comté. Donc, on a fusionné ces deux ARIA pour donner naissance à AREA. Il s'est trouvé que l'AREA de Bourgogne-Franche-Comté, la nouvelle AREA, elle avait 2 pneus crevés. C'est-à-dire qu'elle avait des difficultés financières, pour être clair. Vous ne le savez pas, ça, Françoise. Vous avez appelé quelque chose à Dijon. Et donc, si vous voulez, le pôle Vitagora, qui est un pôle qu'on a créé il y a 15 ans, sur lequel je vais revenir, si vous voulez, on a aidé cet AREA qui était en difficulté, et les 2 conseils d'administration ont décidé que AREA rejoigne Vitagora. Donc, quelque part, il y a plus le nom d'ARIA de Bourgogne-Franche-Comté a disparu pour être coiffé par Vitagora. Donc aujourd'hui, si vous voulez, le représentant dans la région de Bourgogne-Franche-Comté, c'est Vitagora. C'est pour ça qu'en tant que président également, parce que moi je suis pour le cumul des mandats. C'est pour ça que je suis président de Vitagora et je suis président aussi de la Foodtech. Hein? Bon, donc aujourd'hui, on est bien votre correspondant. Donc on participe beaucoup à votre instance, à vos réunions, et donc traduisez à votre président que je le remercie et que je lui souhaite bonne route pour son nouveau mandat, parce que ça va pas être simple, je le sais, mais qui peut compter sur la Bourgogne-Franche-Comté. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la Bretagne. Alors moi, je ne conteste pas la Bretagne, qu'au niveau puissance agricole et agroalimentaire, le territoire est plus grand historiquement, machin, etc. Mais la Bretagne, et j'adore les Bretons, c'est une très belle région agricole. Mais par contre, en Bourgogne-Franche-Comté, ici, c'est des pépites qui sont là. La Bourgogne-Franche-Comté, c'est la Silicon Valley, si vous voulez. Je vous assure. Et faites passer le message qu'on a besoin de l'ANIA et que nous, ça sera un partenariat gagnant-gagnant. Hein? Bon, parce qu'on vous a fourni quand même, il y a quelques années, le président de votre structure, c'était un grand bourguignon, c'était un ami. C'était Jean-Philippe Girard qui était le président de Regerme. Donc on connaît bien le dossier. Mais des fois, quand on est président d'une structure, on délaisse sa propre région. Ben, je ne dis pas que Jean-Philippe l'a délaissé, mais il ne pouvait pas forcément conduire. Alors aujourd'hui, nous, là, on a créé, si vous voulez, Françoise, on a un écosystème unique en France. Et je vais vous le démontrer, hein, sans slide. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, on a créé le pôle Vitagora en partant d'une feuille vierge. Personne ne croyait à notre pôle. Parce que les pôles de compétitivité, quand ils sont créés, ils s'appuyaient sur des grandes entreprises, sur les services de recherche-développement. Bon. Et nous, il n'y avait pas de grandes entreprises, etc. Mais de toute manière, il y avait une volonté de multiples entreprises de constituer ce pôle. Ce pôle, on était 10 entreprises au départ. Aujourd'hui, on est 573 membres, dont 350 entreprises. Hein. On a un budget indépendant. On a 2,5 millions de budget. On a 30 personnes. Et dans notre écosystème, on a créé 2 autres structures qui sont Agronov, qui sont un agropôle de technique. Donc le début, si vous voulez, de mettre les pratiques vertueuses de l'agriculture. Parce que moi, je suis un ancien directeur de coopérative et je suis un fils de paysan. Je suis la ferme de mes parents, c'est mon neveu, on a la 7e génération. Mon père était président de fruitière et on est les rois du comté. Donc on est bien dans l'agroalimentaire, vous êtes d'accord, Françoise, hein? Et puis, donc on a créé Agronov, et puis en 2016, on a créé, si vous voulez, Foodtech. Et Foodtech, on lui a donné une indépendance, etc. Et la Foodtech, elle a son rôle à jouer sur un secteur d'attirance, de valorisation, etc. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais pour moi, dans mon esprit, si vous voulez, on a un écosystème riche, hein, où on peut cohabiter, si vous voulez, les entreprises, les start-up, et puis on fait cohabiter aussi les métropoles. Donc ça, c'est important, c'est relativement unique. La métropole de Dijon, on a créé avec elle le TIGA, le territoire d'innovation grande ambition.
hein. Et on a comme objectif de réanimer l'agriculture périurbaine tout autour de Dijon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché de Dijon qui est à 300 mètres, on a 40%, on a 30% de produits qui sont produits dans un rayon de 30 km autour de Dijon. Eh bien, en 2030, ça sera l'inverse. Il y aura 70% de production locale qui viendront sur le marché de Dijon. Voilà les objectifs. Et je suis d'accord avec l'ANIA, c'est-à-dire qu'on a besoin des start-up. Mais les start-up, elles ne peuvent vivre aussi que si elles sont des fois aidées et sous l'épaule d'entreprises qui vont leur donner la main, etc. Parce que ça, c'est important. Et puis, dans toute cette analyse que je viens de faire, il ne faut pas oublier tous les enseignants-chercheurs, les écoles, AgroSup, etc. Et comme on est sur l'Île-de-France, parce que vous ne le savez peut-être pas, parce qu'on est sur l'Île-de-France, donc on travaille avec Paris-Saclay, on travaille avec Agrotech, avec voilà. Donc, si vous voulez, on a tous les éléments ici en Bourgogne-Franche-Comté pour faire développer très bien, si vous voulez, l'agroalimentaire. Donc, je vous lance un appel à tous les jeunes. Faites venir vos copains comme étudiants à Dijon. C'est une terre formidable. C'est une très belle région. C'est un fer de lance sur le comté, sur les vins et puis sur le pain et beaucoup de choses. Voilà, merci. Et pour terminer, je voudrais surtout, parce que cette journée, on la doit à Agathe, aux Agates.